Petite note avant que je te laisse à la suite de la vidéo, oublie pas que celle-ci est chapitrée et sous-titrée pour un minimum aider quand même au visionnage. Vu qu'elle est un petit peu longue, en même temps elle comprend, je trouve, une introduction assez complète des mécaniques de vol de base en planeur et aussi l'interface de Condor 2. Sur ce, je te laisse, n'hésite pas à me faire des retours pour que je sache quoi améliorer, etc. Et voilà. Profite bien de la vidéo, des bisous. Bonjour messieurs, bonjour mesdames. Comme vous pouvez le voir, je tourne l'intro de la vidéo à un joli endroit. Voilà. Je me suis dit que, là comme je vous avais dit la dernière fois, je suis à l'international. Et donc plus précisément en Inde. La mousson est en train d'arriver. Donc pour une fois que, premièrement, il y a un beau temps et qu'il n'y a strictement personne ici, je me suis dit que tant qu'à faire, j'allais tourner l'intro de la vidéo ici. Même si très honnêtement, je sais même pas si je vais tourner la suite de la vidéo aujourd'hui. Je tourne un petit peu quand je peux, donc si ça se trouve, il y aura des faux raccords, des changements de t-shirt intempestifs, enfin bref. En plus de ça, je suis même pas encore calé sur comment est-ce que je peux faire exactement les choses. Là, dites-vous, donc j'ai acheté une sorte de tripode que j'utilise en ce moment. Très honnêtement, là, c'est même pas bien réglé. Donc voilà, je vais vous paloter en permanence. De toute façon, même si la majeure partie de la vidéo sera quand même fait du coup au même endroit que la dernière fois, c'est-à-dire sur mon bureau dans ma chambre étudiante. Je vais essayer de pas trop non plus me mettre en contre-jour. Mais du coup voilà, donc assez sympa. Petit 737-200 là, assez vieux. Hein, manifestement, il a perdu quelques morceaux des ailes, le pauvre. Quelques vieux coucous également. Enfin, des très vieux avions quoi, mais c'est sympa. Il y a des petits endroits sympas ici. Et du coup, donc, alors je sais pas si je l'aurais mis dans le titre ou pas, mais en tout cas en comparaison de l'endroit où je me trouve, aujourd'hui on va pas du tout parler d'aéronefs à moteur, puisqu'aujourd'hui, donc pour la première vidéo, ben, on va parler tout simplement de planeurs, d'aéronefs qui n'ont pas de moteur hein, tout simplement, et qui doivent du coup se démerder autrement. Ça va être plutôt sympa. J'espère que celle-ci sera de bonne qualité avoir des bons petits retours et puis de toute manière c'est ça qu'on apprécie regarder et faire l'air de rien. Petite vue dernière, est-ce que je pourrais pas tourner la caméra plutôt? Non, pas du tout, pas grave. En tout cas, hop, voilà, petits avions, tout beau, tout content et on se moque pas de ma manière de faire des plans parce que bah, c'est la première fois que je le fais, c'est la première fois que je tiens un tripode en main et que je sors la caméra comme ça et il y a une petite sensation, c'est pas une honte, mais bah, je suis content d'être seul quoi. On se dise pas putain mais il faut quoi ce mec, mais voilà. Donc sur ce je vous laisse, hein. Je vais retourner à ce que je faisais, c'est-à-dire aller manger et de suite pour vous dans la suite de la vidéo, hein, tout simplement. À de suite. Ok, donc qu'est-ce qu'un planeur? J'en ai déjà parlé un petit peu juste avant, du coup, un planeur, on peut le qualifier donc comme un aéronef qui n'a pas de moteur. On va de suite même regarder la définition directe du dictionnaire. Aéronef sans moteur qui vole en utilisant les courants atmosphériques et servant à la pratique du vol à voile. Donc ça englobe un petit peu déjà ce qu'on a dit. Donc planeur, aéronef sans moteur, habituellement forcément avec une très grande envergure, donc un bout à l'autre de l'aile, la longueur. Mais alors pourquoi? Eh ben, on va voir ça de suite. Donc ce qui est intéressant c'est comment est-ce que vole un planeur, puisque comme on l'a dit dans l'intro, comme ça a été répété dans la définition, eh ben, un planeur n'a pas de moteur et du coup il doit utiliser son environnement, il doit utiliser la météo même pour monter. Et du coup, pour ça, bah, il y a bien évidemment des techniques. Donc un planeur, en réalité, ne fait que planer. Merci. Donc imaginez, vous envoyez un avion en papier d'un bout à l'autre d'une pièce, qu'est-ce qu'il va faire? Il va directement aller vers le sol. Et ben un planeur va faire pareil. Et ça, c'est pas dingue, parce qu'on a quand même envie de rester le plus longtemps en vol. Donc, pour ça, il y a quelque chose qui est assez intuitif au final, c'est de se dire, si je descends dans la masse d'air dans laquelle je me trouve, bah, j'ai qu'à trouver une masse d'air qui monte en fait. Et le fait de se mettre dans une masse d'air ascendante, comme on dit, eh ben, ça va permettre au planeur de gagner de l'altitude. Et alors du coup, il y a plusieurs méthodes pour trouver des masses d'air ascendantes, qui se basent du coup sur différents processus météorologiques. Donc, en gros,
pour prendre une ascendance, il y a plusieurs méthodes. Donc premièrement, la méthode la plus simple à appréhender, je pense, c'est celle des thermiques. Donc en gros, imaginez que vous trouvez une zone qui, en étant éclairée par le soleil, fait chauffer l'air. Donc typiquement, par exemple, je sais pas moi, au-dessus d'une route, une zone particulièrement éclairée, l'air est très très chaud, et ben du coup, vu que l'air chauffe, son volume va changer, et en fait il va monter, tout simplement. L'air chaud est plus léger que l'air froid. Donc l'air chaud va monter. Et en fait, ce qui va se passer du coup, c'est que à l'endroit qui est particulièrement chaud, à partir de cet endroit, il va y avoir comme une sorte de petit entonnoir qui va s'étendre donc vers le ciel, en général en se terminant à la base d'un petit nuage cotonneux, un cumulus, et donc dans lequel, donc dans ce cône, l'air va monter. Et donc le fait pour un planeur de se caler dans ce cône et de tourner à l'intérieur, donc le planeur juste s'incline et tourne à l'intérieur, eh ben, il va tout simplement prendre de l'altitude au fur et à mesure. Ce qui est quand même assez pratique, on peut se le dire. Donc premièrement, ça. Ensuite, donc là on a utilisé grossièrement le rayonnement du soleil et la température. Donc c'est très intéressant. Et du coup on a un problème, c'est que quand il n'y a pas de soleil, ou alors quand il fait trop froid, typiquement en hiver, trouver des thermiques, assez compliqué quand même, hein. Donc pour ça, on a encore deux méthodes, à ma connaissance, hein. Alors pour ça, il nous faut du relief. Parce que cette fois, on va pas utiliser la température ambiante, ou alors le rayonnement du soleil plutôt. On va utiliser le vent. Je pense même qu'initialement, en vrai, c'est quand même le premier truc auquel on se dirait, ah ouais, le vent, il va porter le planeur et il va monter. En vrai, je pense que limite, on pourrait penser ça quand on connaît pas trop les planeurs et qu'on se demande comment est-ce que ça monte. Eh ben, il y a des techniques pour monter avec le vent. Donc il y en a deux, hein, grossièrement, qui utilisent le vent d'une manière plus ou moins directe. Il y a le vol de pente et le vol d'onde. Donc on va commencer par le vol de pente. En gros, le vol de pente, il faut imaginer, en gros, vous avez un relief. Voilà, je sais pas si je vais mettre un petit dessin ou quoi à l'écran, mais bon, au cas où, je vais quand même le faire avec mes mains. On sait pas si j'ai la flemme ou pas. En gros, vous avez un relief, comme ça, d'accord? Donc disons une crête de montagne, donc qui continue comme ça vers vous. Donc vous avez un relief comme ça, donc une petite chaîne qui continue, et vous avez du vent qui arrive d'un côté de la chaîne. On va m'en incliner, ça sera plus sympa. On a du vent qui arrive comme ça. Il va y avoir deux phénomènes, donc en gros, quand vous allez avoir le vent qui va arriver de ce côté, dans ce sens, il va être emporté par la pente. Et du coup, naturellement, ce qui va se passer, c'est que vu qu'il va être emporté, ici, vous allez avoir une zone où le vent, il va monter. Et du coup, si vous vous calez dans cette zone, vous allez prendre de l'altitude. Donc c'est assez pratique finalement, hein. C'est-à-dire que au prix du fait de se mettre assez proche quand même du relief, on va pouvoir prendre de l'altitude au fur et à mesure qu'on avance. Donc c'est très sympa. Premier phénomène. Deuxième phénomène, en fait, le fait d'avoir le vent qui va arriver de ce côté, il va se passer que à cet endroit-là, maximum de la crête en fait, il va y avoir une sorte d'aspiration. Et c'est-à-dire que en plus du vent qui arrive et qui est juste emporté, ce qui va se passer, c'est que l'air qui est ici va être aspiré vers le bas de l'autre côté. Donc, en plus du fait que le relief attrape le vent et le fasse monter, là, il va le tirer encore plus par cet effet d'aspiration. Donc, vol de pente, plutôt sympathique, on peut monter quand on sait bien se positionner, sympa. Ensuite, autre méthode qui utilise le vent, du coup, le vol d'onde. Pour ça, je vais prendre un truc. On va prendre un truc, donc c'est un cahier typiquement, hein. Ce qui le rend bien en termes de hauteur, ouais, je pense pas. Bon, c'est pas grave. En gros, donc, ça, c'est notre crête. Donc ça, on va dire, voilà, on va mettre le relief comme ça, donc le vent arrive toujours de ce côté. Ça, c'est notre truc, donc là, il y a le vent qui a tiré et tout. Mais alors, il y a un truc très intéressant, en plus du fait que le vent, du coup, soit attiré et qu'on puisse faire du vol de pente. C'est que, arrivé ici, il va y avoir un phénomène qui va se mettre en place, un phénomène d'onde. En fait, parce que l'air est élastique,
je vais pas non plus rentrer trop dans la théorie, mais imaginez que l'air peut s'étirer un petit peu comme si vous étiriez un ressort, hein, vous tirez, vous lâchez, il va y avoir des oscillations. Et ben en gros, ce qui va se passer, c'est que quand l'air va arriver ici, il va arriver, et derrière, dû à son élasticité et au relief, il va y avoir une sorte d'onde qui va se créer. Donc en gros, vous allez avoir l'air ici qui va osciller entre différentes altitudes. Et ce qui est très intéressant, c'est que il va osciller, mais pas nécessairement juste en diminuant. C'est-à-dire que l'oscillation peut aller mais bien plus haut que le relief lui-même. Ce qui fait que, en gros, en fait, ce qui se passe, c'est que quand l'air arrive ici, premièrement, il descend, et deuxièmement, il monte, il commence à osciller, et etc., etc. Ce qui fait que si vous arrivez à vous caler à un endroit de l'oscillation, donc vous arrivez comme ça, si vous arrivez à vous caler à un endroit de l'oscillation où l'air monte, vous pouvez, donc imaginons que ici, là, c'est une zone où l'air monte. Si votre planeur se cale ici, il peut monter à des altitudes vertigineuses, c'est-à-dire bien plus haut que ce relief, grâce à cette technique de vol d'onde. Donc c'est une technique assez, je dirais, compliquée à mettre en place. Il faut être expérimenté, enfin de ce que j'en sais encore une fois. Donc il faut être expérimenté pour la mettre en place, mais l'avantage c'est que quand on sait l'utiliser et qu'on veut faire de très longues distances dans des chaînes de montagne, c'est très pratique parce qu'elle peut nous monter assez haut en nous calant aux bons endroits, mais très 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 haut, hein, beaucoup plus haut que les reliefs en question comme on l'a déjà dit. Donc ça c'est comment les planeurs montent. Bah alors du coup, il y a autre chose à voir avec les planeurs qui est quand même assez intéressant, c'est qu'un planeur comme je vous l'ai dit a des ailes qui sont très très longues. Le planeur, bah, si vous regardez, en vrai, ça ressemble un petit peu à une ogive. Image de suite. Ça ressemble un petit peu à une ogive finalement. Et il a des ailes immenses pour sa taille, pouvant aller jusqu'à des 18-20 mètres d'envergure, ce qui est quand même très grand. Alors du coup, il y a une raison derrière, bien évidemment. C'est que, en gros, l'envergure va permettre d'augmenter quelque chose qu'on appelle la surface salaire. C'est du chinois, je sais, je vais expliquer de suite. En fait, outre le fait que le planeur utilise la météo pour monter, etc., il y a quelque chose de très intéressant, c'est qu'un planeur, c'est fait pour planer très longtemps. C'est-à-dire que si vous n'avez pas de quoi monter, etc., vous pouvez faire de très longues distances avant d'avoir perdu toute votre altitude. Donc juste en planant classiquement, sans prendre de masse d'air ascendante. Donc ça s'appelle la finesse. La finesse, c'est le rapport entre la distance que vous faites en horizontal sur la distance que vous allez faire en vertical. Donc si en faisant 45 km de distance horizontale, vous avez perdu 1 km d'altitude, à ce moment-là, vous aviez une finesse de 45, parce que la finesse est variable. Mais du coup, donc un planeur peut avoir des finesses très très grandes pour la taille de ses avions. Donc typiquement des finesses de 40, ça existe pour les planeurs. Il me semble que ça existe. Bon, c'est quand même très très grand, hein, mais c'est pas quelque chose d'impensable. Alors ça, c'est parce que du coup, il y a deux choses en aérodynamique qui s'appellent la portance et la traînée. Donc en fait, quand vous calez quelque chose dans un flux, il va y avoir une résultante aérodynamique. Donc en gros, vous allez avoir une force qui se décompose en une traînée. Donc en gros, c'est une force qui va dans le sens inverse du mouvement. C'est-à-dire que si votre planeur il va comme ça, la traînée elle va aller comme ça. Donc c'est une force, hein. Et en fait, elle va juste ralentir. Donc c'est pas ce qui est le plus intéressant, quoi. Et surtout, là, ce qui est plus intéressant, c'est que si votre planeur va comme ça, eh ben, vous allez avoir une portance. Et ça, la portance, c'est une force qui tire l'avion vers le haut. Donc typiquement, quand vous avez un avion, petite digression, bah, comment est-ce qu'il fait pour monter? Eh ben en fait, quand il tire, donc typiquement avec des hélices, un petit avion à hélice, quand il tire en fait et qu'il prend de la vitesse en horizontale, il va y avoir une portance qui va se créer, et en plus de la vitesse qu'il prend en horizontale grâce à ses hélices qui fait tourner et qui du coup le pousse en avant, et bien la portance générée grâce à cette vitesse horizontale va le tirer vers le haut, et c'est comme ça qu'il décolle. Et en fait, pour un planeur, forcément il n'a pas de moteur, du coup il ne peut pas utiliser cette portance pour monter, mais il peut l'utiliser
pour ralentir très fortement sa chute. Et c'est le cas. Et le truc, c'est que cette portance, je vais pas donner non plus la formule du calcul, mais en fait, dans le calcul de cette portance, rentre en jeu la fameuse surface alaire, qui est en gros la surface qu'on considère comme exposée au flux. Donc typiquement le dessous des ailes. Donc, si vous avez des ailes qui sont très grandes, une très grande envergure, vous augmentez cette surface alaire. Il faut faire un compromis avec le poids par contre, puisque du coup vous augmentez la masse de votre aéronef forcément, hein, et ça va être problématique. Mais du coup, le fait d'avoir une plus grande envergure va vous permettre d'augmenter la portance et de tomber plus lentement, et du coup d'avoir une meilleure finesse. Donc, comme je vous l'ai dit, le meilleur en termes d'envergure qui se fasse de ce que je connais, ça doit être dans les 20. Ouais, à peu près dans les 20 mètres. Donc, c'est des choses comme des duos discus qui ont des envergures pareilles. C'est très très grand, hein. En général, on peut trouver quoi pour des planeurs écoles, on peut plus tourner, je pense, sur du 12-15 mètres dans ces eaux-là. On peut tabler vers là, plus 12, je pense. C'est pas des. Je viens pas de vérifier ces chiffres, hein. Il y a moyen qu'ils soient faux. Je laisse rectifier, mais de toute manière, on n'est pas sur des 18 mètres pour de l'école. Mais 18 mètres, c'est ce qui se fait de plus grand en général. 18-20 en général. Donc, voilà comment ça marche. Donc, on a vu comment le planeur faisait pour monter, comment il faisait pour planer très longtemps, donc grâce à sa portance qui l'empêche de tomber très très vite, vu qu'il a une très grande portance. Maintenant, ce qui peut être intéressant du coup, c'est de voir comment est-ce qu'on contrôle le planeur en pratique. C'est-à-dire quand on est dans le planeur et que on s'amuse à toucher aux commandes, comment est-ce que le planeur réagit et qu'est-ce qui se passe. Alors pour ça, donc déjà un planeur se commande au joystick. Voilà. Donc typiquement pas ce genre de joystick. C'est en général une sorte de barre qui part du sol du planeur jusqu'à entre vos deux genoux, à peu près, plus entre vos deux cuisses. C'est assez rudimentaire. Après ça change en fonction des planeurs, hein. Il y a des planeurs qui sont plus technologiques que d'autres. Typiquement il y en a qui ont des GPS, certains pas du tout. Mais donc ça se commande au joystick. Donc en gros, le joystick, donc au cas où vous ne connaissez pas, un joystick, c'est avant, arrière, droite, gauche. Si la vidéo s'inverse pas. D'ailleurs, en comparaison des autres joysticks Thrustmaster qui existent, un joystick, en réalité, tu le tournes pas comme ça dans un planeur. Ça n'existe pas. À la place, on a quelque chose qui s'appelle un palonnier. Donc, c'est des pédales sur lesquelles, quand on pousse à droite avec le pied, le planeur va tourner sur lui-même pour aller vers la droite, et quand on pousse à gauche, le planeur va tourner sur lui-même pour aller à gauche. En pratique, l'effet des commandes sur le palonnier est un petit peu plus compliqué. On va voir ça de suite. Donc, quand vous mettez du joystick sur la gauche, ce qui va se passer, c'est que vous avez des gouvernes qui sont situées dans les ailes. Au bout des deux ailes, vous avez des ailerons. Et alors, ces ailerons, leur job, c'est de monter ou de descendre en fonction de ce que vous faites sur le joystick de droite à gauche pour provoquer un moment, donc en gros pour tourner, sur votre axe de roulis. Donc si je mets du joystick à gauche, ce qui va se passer, c'est que en gros quand je mets du joystick à gauche, moi ce que je veux c'est que le planeur il s'incline vers ma gauche. Et pour que le planeur s'incline vers ma gauche, ce que je vais faire, enfin ce que le planeur va faire, puisque je pense pas le faire moi-même, l'aileron à droite du planeur va se baisser et l'aileron à gauche du planeur va monter. Et alors qu'est-ce que ça fait? Ce qui se passe, c'est que vu que à gauche vous faites baisser l'aileron, vous augmentez la surface alaire dont on a parlé. Et vu que vous augmentez la surface alaire de cette aile va avoir une plus grande portance que l'autre. Donc, l'aile droite va monter. Et vu que l'aile droite monte, le planeur s'incline vers la gauche. Pour l'inverse, si vous mettez du joystick à droite, dans ce cas-là, c'est l'aileron à gauche qui se rabat. Et du coup, plus grande portance à gauche, l'aile monte, l'autre descend. Donc voilà. Donc,
Ça, c'est pour quand vous mettez du joystick à gauche ou à droite. Ensuite, toujours pour parler du joystick, si vous mettez du joystick en avant ou en arrière, donc là vous allez jouer sur votre tangage. Donc le tangage, c'est si vous piquez du nez ou si vous vous mettez à cabrer. Donc si vous montez, hein. Donc si vous mettez du joystick comme ceci, vous allez piquer du nez. Et si vous mettez du joystick vers l'arrière, eh ben vous allez cabrer. Alors comment, encore une fois? Donc on pourrait se dire que c'est les ailerons qui se baissent ou se lèvent en même temps. Pas du tout. En réalité, la gouverne est située cette fois sur le bout du planeur. Illustration, je sais pas. Sur le bout du planeur, vous avez donc en plus des ailes, une dérive et un empennage arrière. Donc la dérive, c'est une gouverne qui va agir pour ce qu'on va voir juste après sur le palonnier. L'empennage arrière, par contre, lui, va se baisser et va monter pour faire monter ou descendre la queue du planeur et du coup pour aller à piquer ou à cabrer. Si vous mettez du joystick vers l'avant, vous baissez l'empennage arrière, vous rabattez l'empennage arrière, du coup vous connaissez la chanson, la queue du planeur va plus porter que le devant, enfin par rapport à d'habitude, donc la queue va monter, le devant va descendre et vous allez piquer. Si vous mettez du joystick vers l'arrière, vous faites monter l'empennage arrière, ça va moins porter et le planeur va se mettre à cabrer. Donc ça, c'est pour l'empennage, pour le joystick. Donc on a à peu près terminé pour le joystick. Ensuite, donc là, je vous parle surtout de ce qui est primaire, hein. On va un petit peu parler des effets secondaires, mais pas tant que ça. Donc, ensuite, vous avez le palonnier. Donc le palonnier, comme je vous l'ai dit, donc c'est deux pédales, hein. Vous mettez du pied à droite, ça va vous faire aller à droite, du pied à gauche, ça va vous faire aller à gauche. Alors, comment, encore une fois? Bah, en gros, le palonnier, du coup, lui, comme je vous l'ai dit, va agir sur la dérive. Donc l'empennage, vous pouvez voir ça comme des petites ailes à l'arrière. C'est horizontal, voilà. La dérive, vous pouvez voir ça comme une aile verticale. C'est-à-dire que, comme je vous le montre, j'imagine encore illustration, merci la magie du montage, vraiment. Donc, la dérive, petite aile qui part vers le haut, et en fait, elle va s'incliner donc vers votre gauche ou votre droite quand vous êtes dans le planeur. Donc là, vous imaginez bien ce qui se passe, forcément. Si vous mettez du palonnier à gauche, c'est tout simplement que vous allez faire incliner votre dérive vers votre gauche. Et du coup, la queue va être entraînée vers la droite et le planeur vers la gauche. Et inversement, si vous mettez du pied à droite. Donc ça, c'est pour les effets primaires. Ensuite, il y a autre chose qui est très intéressant et qui est pas du tout à prendre à la légère quand vous faites du planeur. Parce que, petite digression, quand vous faites du planeur, un des instruments les plus importants, c'est, alors j'ai plus le nom exact, c'est indicateur de quelque chose, je sais honnêtement plus, mais en gros vous avez un fil de laine, qui est scotché sur votre verrière et qui est situé en gros un petit peu au-dessus de vos yeux. C'est-à-dire, enfin, quand vous êtes dans le planeur assis comme ça, vous avez l'indicateur qui est genre là, sur la verrière. Et en fait, cet indicateur va vous permettre de voir si votre vol est symétrique ou pas. Ce qui est primordial parce qu'on veut toujours avoir le flux d'air qui vient droit vers nous. Si vous partez en dérapage, c'est pas très bon. Et du coup, cet indicateur est là pour nous aider, parce que si l'indicateur part à droite ou à gauche, c'est qu'on n'est pas symétrique. Donc que le flux ne vient pas directement droit vers nous, contrairement à ce qu'on veut. Et du coup, comment est-ce que ça se fait que le flux d'air ne vienne pas directement vers nous? Bah alors ça, c'est notamment à cause des effets secondaires dont on va parler. Quand vous mettez, par exemple, du palonnier, on va parler du palonnier en premier, quand vous mettez du palonnier à gauche, donc pour pouvoir tourner sur vous-même vers la gauche, ce qui va se passer, c'est que votre aile, donc vous allez produire un petit virage à gauche, et votre aile droite va faire plus de distance que votre aile gauche.
forcément, hein, si vous tournez, si vous avancez comme ça et que d'un coup vous vous mettez à tourner, la partie gauche du véhicule aura fait moins de trajet en termes de longueur, en termes de mètres, que votre partie droite. C'est exactement ce qui se passe. Sauf que du coup, vu que vous faites du coup ce virage, ce qui va se passer, c'est que votre aile droite va plus porter que votre aile gauche, puisque dans le calcul de la portance, la vitesse est présente aussi. Plus vous allez vite, plus vous allez avoir une portance et une traînée qui vont être grandes. Mais la traînée, pour l'instant, on ne va pas en parler. Donc, quand vous faites un virage à gauche, quand vous mettez du palonnier à gauche, plus précisément, ce qui va se passer, c'est que votre aile droite va d'un coup avoir plus de portance que votre aile gauche, et vu qu'elle a plus de portance, elle va monter et votre planeur va s'incliner à gauche. Donc le fait de mettre du pied à gauche, on s'incline à gauche. Voilà. D'ailleurs, on peut carrément piloter au palonnier, hein, c'est-à-dire vu qu'on s'incline à droite quand on met du pied à droite par cet effet secondaire, et qu'on s'incline à gauche quand on met du pied à gauche, au final on peut piloter avec le palonnier. Donc du coup, ça. Mais du coup, donc maintenant, parlons du joystick. Donc encore une fois, donc le joystick avant-arrière, gauche-droite, etc. Quand on va mettre du joystick sur la gauche ou sur la droite, du coup, nous, ce qu'on veut, c'est s'incliner. Et en fait, c'est là que ça va être surtout important de prendre en considération les effets secondaires. Quand on veut s'incliner sur la gauche ou sur la droite, prenons l'exemple de si on s'incline sur la gauche. Je m'incline sur la gauche. Du coup, je vais, en agissant sur les ailerons, avoir une plus grande portance à droite et une plus faible portance à gauche. Sauf que plus grande portance, ça veut dire aussi plus grande traînée. Et donc là, la traînée est importante. Si j'ai une plus grande portance à droite et du coup une plus grande traînée également, ça veut dire que mon planeur va s'incliner, premièrement. Il va commencer à tourner, sauf que, vu qu'à droite, j'ai plus de portance et plus de traînée. La traînée, on le rappelle, va ralentir l'aile sur laquelle il est en train d'agir. Donc mon aile de droite va être plus ralentie que mon aile de gauche, vu qu'elle va subir plus de traînée. Ce qui fait que, en même temps qu'on s'incline, eh ben, le planeur va subir quelque chose qu'on appelle le lacet inverse. C'est-à-dire qu'en s'inclinant vers la gauche, dû au lacet inverse, donc ce qu'on vient d'expliquer, eh ben, il va aussi tourner sur lui-même vers la droite. Et ça, pas bon, parce que du coup, eh ben, on est en train de s'incliner vers la gauche et en même temps de tourner vers la droite. Du coup, bah, vous pouvez voir le délire, hein, vous avez un dérapage qui se fait comme ça, c'est pas bon. Et c'est à ce moment-là, en fait, que on va utiliser du coup le palonnier, parce que si je mets du pied à gauche, pour éviter de tourner sur moi-même vers la droite, eh ben, je vais mettre du palonnier à gauche pour pouvoir en même temps forcer le planeur à rester droit. Au lieu de partir à droite, si je mets du pied à gauche, il va rester au neutre. En théorie, hein, c'est ce qu'il faut essayer de faire le plus possible. Mais du coup, si j'essaie de m'incliner à gauche, en même temps, je mets du pied à gauche. Si je m'incline à droite, je mets du pied à droite. Donc, voilà pour ces effets-là. Je pense que j'ai à peu près tout traité. Pour les commandes de base, maintenant, il y a d'autres choses dans le planeur. Donc, il y a d'autres commandes et il y a d'autres choses qui sont très intéressantes. Donc, premièrement, les aérofreins. Un planeur, donc comme je vous l'ai dit, va avoir une très grande finesse, c'est-à-dire qu'il va planer très loin avant de perdre toute son altitude. Et c'est là que les aérofreins entrent en jeu, parce que les aérofreins, en général, c'est des trucs qui sont sur les ailes, dissimulés, c'est-à-dire ils sont rentrés dans l'aile, et ils se déploient quand on veut sortir les aérofreins. Donc on peut les sortir plus ou moins, hein. Du coup, ces choses se déploient, et vu que notre aile n'est plus toute lisse, on va casser notre portance. Et vu qu'on casse notre portance, et qu'on l'a dit juste avant, la portance nous aide à chuter moins vite, à ce moment-là, ce qui va se passer, c'est que notre chute va être beaucoup plus rapide. Donc, ça va être intéressant quand on va vouloir se poser assez rapidement. On peut sortir par exemple les aérofreins pour tomber beaucoup plus vite, pour perdre beaucoup plus d'altitude rapidement. Premièrement.
Et deuxièmement, c'est aussi primordial quand on atterrit. Parce que quand on atterrit, en fait, donc autre chose à savoir, c'est que la portance est dépendante de notre incidence. L'incidence, c'est tout con. Si j'avance tout droit comme ça en ayant une inclinaison face à l'horizon, donc on appelle ça une assiette nulle, 0 degré, je ne vais pas avoir d'incidence. Je vais aussi avoir une incidence de 0 degré. Imaginons maintenant que j'avance tout droit comme ça, mais que mon planeur soit incliné de 5 degrés, ce qui est relativement beaucoup selon les aéronefs. Donc, je suis incliné de 5 degrés et j'avance avec en suivant l'horizontale. J'avance en suivant l'horizontale. Ce qui va se passer, c'est qu'à ce moment-là, j'ai une assiette qui est nulle parce que je continue d'aller tout droit, mais j'ai une incidence ou un angle d'attaque qui est de 5 degrés. Et donc cette incidence, elle rentre aussi en jeu dans le calcul de la portance. Plus mon incidence est élevée, plus j'ai une portance qui va être grande. Donc ça, très important. Et du coup, ce qui va se passer, c'est que quand on va arriver au sol en planeur et qu'on veut faire un atterrissage, on va progressivement se mettre à cabrer et en même temps tirer sur les AF le plus possible jusqu'à les sortir complètement au moment où on va toucher le sol pour faire un atterrissage des plus doux possible. Et du coup, en théorie, le planeur est censé faire comme ça. Donc, pour faire un atterrissage doux. En théorie, hein. Et encore une fois, comme je vous l'ai dit, je pense que je l'ai répété suffisamment de fois, je suis pas pro. Je n'ai un regard sur le planeur qui ne passe que par le prisme de ce que j'ai appris moi-même à côté. Et en faisant de la simule un petit peu sur Condor 2. Donc, je suis pas parole d'évangile, mais j'ose espérer que je dis pas n'importe quoi. Donc, ça c'est les aérofreins. Ensuite, certains planeurs aussi possèdent des volets, il me semble, mais c'est pas ce qui est le plus répandu, donc on va pas trop en parler non plus, mais en gros les volets, c'est des parties de l'aile qui peuvent se baisser un petit peu comme les ailerons pour augmenter votre portance et votre traînée. Ça vous permet de, par exemple, faire des atterrissages plus lents. Typiquement dans un avion, quand vous êtes en train d'atterrir, vous allez utiliser les volets. Comme ça, vous pouvez arriver sur la piste moins vite, mais pour autant ne pas décrocher, donc que l'avion ne tombe pas. Donc franchement, pour l'instant, des planeurs que j'ai essayé en simu, etc., j'ai toujours pas vu de volets. Je crois qu'il y a certains planeurs qui en ont. Donc voilà pour les volets. Et ensuite, donc, on a tout ce qui est instrument de bord. Donc, pour connaître sa vitesse, son altitude, donc qui fonctionne avec une technologie qui est basée en gros hein, sur une mesure de pression. Je vais pas rentrer dans les détails parce que ça peut vite être très technique, mais grâce à un petit tube qui fait rentrer de l'air dans le planeur, donc une sonde pitot qui est en général calée sur la dérive, on va pouvoir avoir plein d'informations qui vont nous permettre de connaître donc notre altitude, notre vitesse. Je pense qu'on est bon là-dessus. Qu'est-ce qu'il y aurait de plus à dire sur les planeurs? Je pense que j'ai pas oublié grand chose sur le planeur, sur comment un planeur fonctionne, etc. Donc je vous propose de passer directement, maintenant qu'on a fait les explications, sur Condor. Ok. Donc Condor, comme vous pouvez le voir, du coup, simulateur de planeur, enfin Condor 2, vous pouvez pas vous inquiéter de performance, etc. Parce qu'en fait, on est plus concentré dans Condor sur le modèle de vol que sur le paysage. C'est-à-dire que contrairement à des simulateurs de vol classiques, donc par exemple Flight Simulator, qu'on testera à un moment, puisqu'ils ont sorti un duo Discus, qui est donc un des fameux planeurs avec très grande envergure dont je parlais un petit peu avant. Donc à tester, franchement. Sauf que Flight Simulator en fait est beaucoup plus tourné vers la cinématique, donc en fait avoir des beaux paysages, etc. plutôt que sur le modèle de vol. Donc il va y avoir quelque chose qui vont être moins réalistes que sur un simulateur vraiment tourné professionnel, etc. Donc comme vous pouvez avoir pour le vol d'avion, pour P3D par exemple.
Mais du coup, donc Condor 2 est plus aussi focalisé sur le modèle de vol. Et au final, vu que vous n'avez pas des textures qui sont non plus dingues, mais suffisantes pour comprendre où vous êtes et ce que vous faites, bah au final ça peut tourner extrêmement bien, hein. J'ai un petit Dell G3 que j'ai pimpé un petit peu en lui rajoutant de la RAM, donc 12 Go de RAM et une 1650, et je peux même jouer en VR à ce jeu. Donc franchement Condor 2 très intéressant et ça requiert pas énormément de ressources. Donc digression finie, pour parler du jeu en lui-même, enfin du simulateur en lui-même. Donc premièrement, vous avez ici une interface pilote. Alors 3, 2, 1, c'est bien ce que je pensais. Voilà, OBS qui ne veut pas afficher l'interface en question. Comment est-ce que je pourrais faire ça? Alors je reviens dans 2 minutes une fois que j'ai trouvé comment. Ok, bon, j'ai trouvé. Donc quand vous cliquez sur Pilot, vous avez cette petite interface ici, là, qui apparaît. Et est-ce qu'on voit ma souris? Parfait. Donc vous avez cette petite interface là qui apparaît, donc pilote, hein. Vous pouvez voir nom, prénom, etc. Vous avez un logbook également, juste ici. Bon, alors je vais pas vous montrer parce que, enfin, c'est assez peu intéressant. Vous pouvez voir vos vols répertoriés, sauf que du coup, il faudrait que je l'ajoute également, enfin, etc. Mais en gros, c'est tous les vols que vous avez fait, comment vous les faites, etc. Donc ça, c'était pour Pilot. Ensuite, bon alors nous, ce qui va nous intéresser en vrai ici, c'est Flight School. Parce que je pense, vu que du coup, l'objectif de ces vidéos focalisées sur le planeur, c'est de faire de l'apprentissage, que ce soit pour vous ou pour moi, parce que j'ai très envie d'apprendre ça. Donc, on va, je pense, se concentrer pour une bonne partie sur la Flight School. Donc, on va regarder de suite. Voilà, donc la Flight School, donc comme vous pouvez voir ici, hein, interface sur laquelle on va pouvoir apprendre donc différentes choses, donc avec des niveaux intermédiaires avancés, basiques, accro. Donc si vous faites si vous voulez faire de l'acrobatie, à savoir que c'est une licence, enfin c'est une formation différente de juste la licence de planeur. Vous avez à faire un petit peu plus de formation après avoir obtenu votre licence si vous voulez faire de l'acrobatie. Donc, on peut voir qu'on a pas mal de tutos. Voilà, assez sympathique. Je pense qu'on les fera pas à pas. Peut-être pas tous, je sais pas. On verra. Mais en tout cas, on a des choses assez intéressantes. Alors d'ailleurs, ici, vous pouvez voir Flaps and Water. Toujours mon accent anglais, hein. Donc Flaps and Water qui, du coup, parle des volets. Flaps, c'est voler, hein. Voler, V-O-L-E-T-S d'ailleurs. Donc comme quoi, utile de savoir s'en servir en planeur. Donc voilà pour ça. Donc vous avez ce point-là. Ensuite vous avez Free Flight. Donc je vais vous montrer, très intéressant. Free Flight, c'est tout simplement quand vous allez vouloir voler, un petit peu comme vous voulez. Hop là. Donc Free Flight, comme vous pouvez le voir, c'est juste une carte, tout simplement. Donc, alors il faut savoir que sur Condor, vous avez initialement que la carte de la Slovénie qui est, qui est présente. Mais vous pouvez télécharger en ligne donc des cartes qui ont été faites par la Fédération française de vol en planeur. Donc ici vous pouvez faire des vols un petit peu comme vous voulez. Alors chose assez intéressante, c'est que vous pouvez vous entraîner à faire toutes sortes de vols, vu que je vous l'ai dit, il y a plusieurs manières de voler en planeur, et bien évidemment Condor 2 vous permet de faire du vol au thermique et du vol de pente et du vol d'onde, qu'on essaiera de faire bien évidemment. Donc ceci, ici vous pouvez changer la météo, hein, comment est-ce que vous voulez que ça se fasse. Donc le vent, très important, les thermiques également. Et ensuite, alors ici Waves, je l'ai encore jamais utilisé vu que pour être très honnête, ce que j'ai surtout fait moi en simulateur sur Condor, c'est des thermiques. Mais je pense que Wave, comment les ondes vont se propager, bah voilà, vous pouvez le voir juste ici, donc vous avez les ondes ici. Donc voici pour Waves. Ensuite vous avez la quantité de nuages que vous voulez. Donc sympa. Le hangar, hein, avec des avions. Alors il faut savoir que sur Condor, vous pouvez acheter donc Condor tout seul. Vous pouvez acheter Condor avec tout le bundle d'avions. Ce qui revient moins cher que d'acheter Condor tout seul et acheter tous les avions un par un. Même si les avions, les planeurs, hein, à chaque fois.
Même si au final, les planeurs individuellement sont pas si chers, hein. Je pense qu'il me semble qu'un planeur, ça doit coûter dans les 4-5 $. C'est pas cher non plus, surtout comparé à ce qu'on peut avoir dans Flight Simulator. Mais du coup, donc, dans ce qui est gratuit, ce qui se rapproche le plus d'un avion école, je trouve, c'est le Blanik. Un petit peu vieux, comme vous pouvez le voir, hein. Il a l'air d'avoir vécu, donc wingspan 16 mètres, franchement très bon. Et donc qui, je pense, se rapproche quand même en termes de surface à l'air et d'autres caractéristiques au mieux parmi les planeurs gratuits de par exemple la SK-21 qui est l'avion typique de d'école. Voilà, hein, comme on peut le voir juste ici, le fameux SK-21, mais donc qui, comme vous pouvez le voir, n'est pas activé parce que il n'est pas compris dans le bundle de base et que je n'ai acheté Condor qu'avec les avions inclus finalement. Donc ça, et vous avez les notames ici, donc vous pouvez choisir diverses choses. Je vous laisse mettre en pause si vous voulez voir, hein, et éventuellement traduire par vous-même. Mais ce qui est très intéressant ici, c'est comment on va commencer l'avion. Donc vous voyez pas la toute petite interface, honnêtement je vais pas l'ajouter. En gros, ici, vous pouvez voir comment est-ce que vous allez commencer le vol. Donc, à savoir, aérotow, winch et airborne. Donc, winch, c'est le treuil. En fait, vous avez plusieurs moyens de monter initialement en planeur, vu que, comme on l'a dit, on sait comment est-ce qu'un avion évolue maintenant quand il est déjà dans les airs, mais pour monter à partir du sol, il ne peut pas le faire tout seul. Donc un planeur peut être soit remorqué, et c'est ça qui s'appelle en anglais aerotow. Donc typiquement, il se fait accrocher par le nez à la queue d'un avion. Donc par exemple un DR400, un DR300, ce genre de choses, qui va le tirer et l'amener jusqu'à ce que le planeur coupe de lui-même le cordon, donc se détache. Et donc vous pouvez monter à l'altitude que vous voulez, l'avion vous y emmènera, ce sera juste plus cher en fonction de l'altitude à laquelle vous voulez monter. Donc il y a ça, et il y a le treuil. Alors le treuil, c'est une toute autre technique qui est moins chère d'ailleurs, mais qui peut être plus compliqué à mettre en place parce que en fait un treuil, donc imaginez votre planeur à un seuil de piste, donc toute votre piste comme ça, ouais j'adore utiliser mes bras, hein. Vous avez votre planeur qui est juste là et qui va décoller comme ceci. Et bien à cet endroit de la piste, on va mettre une sorte de gros camion avec un câble très rigide qu'on accroche au planeur. Et au moment où on veut décoller, donc on met le planeur droit et on réenroule le câble très 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 vite. Et vu que le planeur y est accroché, il prend de la vitesse horizontale, et vu qu'il prend de la vitesse horizontale, il porte, du coup l'avion va s'incliner, enfin le planeur va s'incliner très fortement, il s'incline et il monte. Et quand il arrive à un certain stade de cet arc de cercle qu'il va faire, il lâche le cordon et il continue sa trajectoire. Sauf que, ce qu'il faut savoir, c'est que le treuil c'est plus compliqué que le remorquage, parce qu'en treuil, si on ne trouve pas directement une ascendance, on est obligé d'aller se poser. Alors que le remorquage, en général, l'avion déjà va nous mener plus haut qu'un treuil, puisque le treuil va nous monter à quoi dans les 400 mètres, il me semble, je suis pas sûr honnêtement. Le remorqueur peut nous amener plus haut que ça, et surtout il va essayer de nous lâcher, en général, à côté d'une ascendance. C'est-à-dire qu'il va essayer de trouver une ascendance par lui-même, et une fois qu'il y est, on va pouvoir le lâcher et directement être dans une ascendance. Si en treuil on n'en trouve pas une directement, il faut obligatoirement se poser, parce que sinon on est trop bas. Donc si vous faites une treuillée et que vous trouvez directement une ascendance, c'est bénéf, c'est moins cher, c'est plus rapide. Seulement, il faut trouver l'ascendance directement. Donc ça, c'était pour le menu du free flight. Donc on va pas faire start flight. Voilà. Donc voilà. Et ensuite, vous avez donc la possibilité de jouer en multijoueur. Vous pouvez faire des replays de vos précédents vols. Flight Analysis, ça vous permet de voir pour vos précédents vols un graphe qui vous montre votre altitude en fonction du temps et sur la carte la trajectoire que vous avez faite, c'est sympathique. Et ensuite vous avez le setup que j'ai déjà ouvert du coup, donc qui va nous permettre de régler tout simplement les paramètres du jeu en lui-même. Donc
pouvez choisir si vous jouez en plein écran, fenêtré, ce que je conseille pas du tout. Déjà que le plein écran, ça a ses limites. Vous allez comprendre pourquoi. Donc ça, vous pouvez choisir votre résolution d'écran. Vous pouvez choisir plein de choses et quelque chose de très très intéressant, même si ici je peux pas le faire vu que j'en ai pas en Inde, c'est que vous pouvez jouer en VR. Et ça, comme je vous l'ai dit, l'avantage de Condor 2, c'est que vu que ça se focalise sur le modèle de vol, vu que ça se focalise sur le modèle de vol, et ben au final les performances requises sont pas si grandes. Et même avec un ordinateur qui a pas coûté si cher que ça, même avec un ordinateur qui n'est pas un PC fixe avec une 3060 Ti, vous pouvez faire de la VR. Et la VR en planeur, c'est magique. Parce que en planeur, vous êtes tout le temps à regarder à gauche, à droite, en haut, au niveau de la verrière, pour voir où sont les nuages, notamment. Et du coup, pour pouvoir trouver une ascendance. Et c'est pour ça que quand vous avez un casque VR, c'est incroyable. Et il y a d'ailleurs des casques qui sont très utilisés pour la simulation de vol parce qu'ils ont un très grand FOV. Donc en gros, vous pouvez voir littéralement sur 120 degrés, donc votre champ de vision à peu près habituel. Ce qui est mieux que par exemple un Oculus Quest 2. Donc vous avez ça, vous pouvez au cas où quand même, si ça pose problème, régler les textures. Donc vous pouvez tout mettre en low si vous avez des soucis. Le son, Vario, le Vario c'est un indicateur de l'altitude que vous prenez par seconde, qui fait beaucoup de bruit. C'est pour ça qu'on peut le mettre en off ou en négatif dans les paramètres. Ici vous pouvez régler à quel point vos entrées vont être sensibles. C'est-à-dire que je peux choisir par exemple si je mets du joystick devant ou derrière, je peux choisir si je veux que ça soit linéaire ou pas. C'est-à-dire que si je mets 10% en physique, que le jeu le comprenne comme 10%. Ou alors je peux lui dire que si je mets 10% en physique, toujours 0. Et si je mets à 20%, d'un coup il va capter genre 30%. Donc vous pouvez le choisir ici en touchant à ces courbes. Vous pouvez choisir ensuite pour des petits paramètres pour si vous jouez en multijoueur. J'ai jamais fait. Donc je ne suis pas sûr de comment, enfin de ce qu'on peut changer, mais j'imagine. Ouais, plein icons, vous pouvez juste changer la couleur des icônes des avions que vous voyez au loin. Et ensuite, ici, du coup, vous avez les unités. Alors il faut savoir qu'en planeur, en France, quelque chose qui est magnifique, c'est qu'on utilise notre bon vieux système métrique. Vous n'avez pas à donner votre altitude en pieds, mais en mètres. Et ça, pépite. Parce que les unités impériales, il y a des moments c'est chiant. Donc, vous pouvez choisir ici. Au cas où, si vous voulez remettre impérial, vous pouvez. Vous pouvez mettre l'altimètre en QNH, QFE. Je pense pas qu'on puisse le mettre en QNE. Alors, déjà, qu'est-ce que c'est au cas où vous ne sauriez pas? Ce qui serait normal si vous ne l'avez jamais fait. En gros, QNH, QFE, c'est juste des réglages pour dire à quel moment vous allez considérer que vous êtes à 0 mètre. Si vous vous réglez au QFE, c'est que vous considérez que le 0 mètre, c'est, ou 0 pied, c'est au moment où vous êtes sur le sol. Et il faut savoir que c'est pas du tout général hein, comme approche, puisque en gros, vous avez ça, et ensuite vous avez le QNH. Le QNH, c'est un petit peu plus subtil. En gros, le QNH, vous considérez l'altitude actuelle de votre aérodrome. Donc typiquement, imaginons un aérodrome qui a une altitude de 200 mètres, donc altitude distance par rapport à la hauteur de la mer. Et en fait, il y a une règle qui dit comment votre pression, la pression de l'air, varie en fonction de votre altitude. Et en fait, vous avez votre altitude d'aérodrome, par exemple 200 mètres, et vous allez régler votre altimètre pour dire que le 0, c'est la pression qu'il serait à 200 mètres en dessous de vous. Donc sur le niveau théorique de la mer, s'il y avait la mer juste en dessous de vous. C'est un petit peu plus subtil que le QFE, mais c'est beaucoup plus général comme approche. Et ensuite vous avez le QNE, qui est en fait donc le réglage de pression standard. C'est un réglage qu'on doit mettre quand on est à partir d'une certaine altitude qui est universelle et qui nous permet de bien être sûr qu'on parle de la même altitude avec les autres avions au cas où on en croise d'autres ou qu'on parle à la tour par exemple. Donc ça c'est pour ceci. Vous pouvez changer la langue et vous avez ensuite plein d'autres choses.
Donc vous pouvez également choisir de changer donc iVario time constante, vario time constante. Alors ça honnêtement je suis pas sûr, mais je pense quand même en avoir une idée de ce que c'est. En fait, votre variomètre, donc comme je vous l'ai dit, qui est l'instrument qui vous indique combien de mètres vous gagnez ou vous perdez par seconde, n'est pas en temps direct. Parce qu'en fait, il se base sur la pression mesurée grâce à la sonde Pitot, qui, je vous l'ai dit, est située dans la dérive du planeur. Et du coup, il y a un petit temps de latence pour savoir à l'instant T combien de mètres je gagnais ou je perdais. Et je pense qu'on peut jouer sur ce temps-là ici. Voilà, donc bien évidemment, le plus petit temps de latence qu'il y a, le mieux c'est. Après, forcément, vous voyez qu'ici on peut pas mettre à 0 parce que sinon c'est pas du tout réaliste. Donc vous avez ça, et ensuite vous avez bon les divers, les screenshots, etc. Voilà. Donc voilà, on a fait le tour de Condor. Je pense que la vidéo est assez longue, déjà. Hein. On a fait une belle introduction de comment un planeur fonctionne et de comment ce simulateur peut fonctionner. Mais je peux être d'accord éventuellement si quelques personnes viennent me dire que, en effet, on n'a pas vu le plus intéressant, c'est-à-dire un vol. Mais vous en faites pas, on verra un vol dès la prochaine fois. Je pense qu'avant de commencer la flight school, on se mettra sur un planeur typiquement airborne. Ah oui, parce que j'avais parlé de l'airborne. En gros, l'airborne, c'est juste vous apparaissez dans le ciel comme ça, hein, à une certaine altitude choisie. Je pense qu'on se mettra en airborne et qu'on se mettra en troisième personne pour voir un petit peu l'effet des gouvernes dont on a parlé juste avant. Mais en tout cas, à un autre moment, parce que cette vidéo est à mon avis déjà suffisamment longue. Donc j'espère que tout ça vous plaît et que tout ça vous hype autant que moi, parce que sachez-le, je suis très très hype par ce que je suis en train de faire, et puis même outre le Condor, etc. J'ai plein d'autres choses, comme je vous l'ai dit, comme je vous l'ai dit dans, je crois, la toute première vidéo que j'ai envie de faire et qui me démange, sauf que bien évidemment, je peux pas les faire de suite. Mais de toute façon, ça viendra à un moment ou à un autre. Et je vais arrêter de vous parler de choses à demi-mot parce que vous n'allez pas comprendre de quoi je parle de toute manière. Sur ce, on se retrouvera la prochaine fois. Donc, je sais pas si je vais continuer pour la prochaine vidéo du Condor ou si par exemple je ferai du Flight Simulator. On se revoit la prochaine fois. On verra bien ce que j'ai décidé de faire à ce moment-là, vu que, comme vous pouvez le voir, c'est assez aléatoire. Et sur ce, bah, messieurs, dames, une bonne journée, une bonne soirée à vous. Pour moi, ce sera une bonne soirée. Peut-être, je ne sais pas ce que je vais faire, en tout cas il est assez tard. Et puis voilà, donc à la prochaine fois, des bisous, et j'espère que vous appréciez. N'hésitez pas à faire de la pub à la chaîne, je sais honnêtement pas encore comment m'y prendre. Donc voilà, à la prochaine fois. Ciao!